Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, je crois que c'est opérationnel. Merci à toutes et tous de votre présence ce soir pour notre réunion publique du conseil de quartier Georges Brassens. Je remercie également, évidemment, tous les conseillères et conseillers de quartier présents autour de la table qui auront plein de questions à poser, je suis dans quelques instants, et puis à vous toutes et tous présents. Louisa Gade-Charpentier, adjointe en charge du quartier, et Monsieur Mathieu Luineau, qui va également vous faire un petit point sur le budget participatif et adjoint au maire. Je vais vous présenter également les intervenants dans quelques instants, mais avant ceci, je vais vous présenter l'ordre du jour de notre réunion publique. Nous allons aujourd'hui parler de la vie de famille dans le quartier Georges Brassens, un sujet donc choisi par l'ensemble des conseillères et conseillers de quartier lors de notre réunion préparatoire, un sujet qui se veut positif et qui veut évidemment interroger vos besoins, voir vos questions et apporter quelques réponses, je l'espère. Et donc pour parler de ce sujet, nous allons avoir plusieurs intervenants. Nous allons d'abord avoir la Famille de France avec Marie Scarron et Émilie Souplet. Nous allons avoir Citea avec Lara Aitor. Et nous allons avoir les représentants de Paddle 15, une nouvelle offre sportive qui va arriver dans le quartier Georges Brassens et qui sera aussi l'occasion de poser des questions et peut-être de vous présenter sûrement dans quelques instants. Et puis nous aurons également un petit mot de Claire sur l'association Le Village et puis toutes les autres associations présentes, Amicale Paris Plaine notamment, ACE 15 avec Sylvie Chenu ce soir. Et puis toutes vos questions seront les bienvenues, Créateo également si il arrive, Moadi, je sais pas. Bon, on verra. Non, c'est Christian qui est là. Et donc on verra tout ça. Et donc sans plus attendre, je laisse la parole à Claire Truffdy qui va donc vous faire le mot introductif de notre premier sujet, vivre en famille dans le quartier Georges Brassens. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Claire Truffdy, je suis cofondatrice de l'association Le Village et puis je suis aussi également habitante de l'avenue de la Porte-Brancion juste à côté. L'association Le Village, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est à ce titre-là que je suis au conseil de quartier aujourd'hui parce qu'elle est élue au collège associatif. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'introduire cette réunion en dressant un portrait rapide des familles du quartier et de leurs usages. Donc, il existe dans le quartier Georges Brassens une grande hétérogénéité des familles. Ce qu'on peut souligner, alors, c'est qu'on a une concentration de familles qui sont un peu plus précaires dans la partie sud, donc, où on se trouve avec le quartier qui a été classé récemment donc, en quartier politique de la ville. Et dans ce quartier-là, dans cette zone-là, une prévalence de familles monoparentales, parce qu'on a 34% des familles qui sont en situation de monoparentalité, ce qui induit de fait des situations de précarité et d'isolement qui nécessitent en fait des réponses spécifiques aux besoins de ces familles. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'avec l'association Le Village, comme c'est une jeune asso, on a depuis un an mené un diagnostic auprès de familles qu'on a rencontrées pour identifier justement quelles étaient leurs visions du quartier, quels étaient leurs besoins et quels sont les manques quelque part identifiés sur le quartier. C'était des temps très intéressants avec une diversité de familles du quartier. Alors, ça va être un peu biaisé parce que le quartier Georges Brassens, il s'étend jusqu'au-delà du parc Georges Brassens. Mais nous, c'est vrai qu'on a davantage eu des familles qui sont résidentes du sud du quartier Georges Brassens, donc avec des enfants notamment scolarisés dans les écoles de la Saïda et l'école Brancion. Voilà. Ce qu'il en ressort de ce diagnostic, c'est que, alors du point de vue des richesses qui sont identifiées, les familles elles mettent en avant déjà qu'il y a de nombreux espaces verts, ce qui peut être agréable quand on vit dans des appartements petits ou pas petits, mais en tout cas quand on a des enfants, c'est toujours agréable de pouvoir bénéficier de ces espaces verts. Donc entre le parc Brassens, le square Calmette, les espaces verts tout autour, on a quand même cet avantage-là d'avoir des espaces verts assez nombreux par rapport à d'autres quartiers du 15e. Aussi beaucoup d'équipements sportifs avec le grand stade Régoulot et tous ces équipements. Et ce qui est ressorti aussi de ce diagnostic, c'est dans les richesses, c'était une grande mixité dans le voisinage, mais qui ne se retrouve pas forcément au sein des écoles. À savoir qu'on a énormément de personnes qui jouent un peu de la carte scolaire ou qui inscrivent leurs enfants dans des établissements privés parce que les écoles ici souffrent d'une mauvaise réputation.
Voilà. Donc c'est vrai que la mixité, on a des voisins qu'on croise, mais qu'on croise pas à l'école parce qu'en effet, les enfants peuvent être scolarisés ailleurs. Et ça a été relevé comme une richesse, cette mixité, mais aussi du coup comme quelque part un frein, le fait que on se retrouve pas dans tous les espaces de vie. Le fait que le quartier soit bien desservi en transport, notamment les bus et tramways, c'est aussi souligné parce que c'est vrai qu'on a un réseau qui est assez bien développé, notamment quand on a une poussette, c'est plus facile que de prendre le métro. Donc ça a été souligné. Donc pour aller chercher des ressources en dehors du quartier. Et puis alors du côté de ce qui peut manquer aux familles, c'est un peu basique, mais c'est le manque de moyens de garde collectifs, les fameuses places de crèche qui peuvent manquer donc aux familles quand elles ont besoin de reprendre une activité professionnelle par exemple. Des activités pour les tout petits, parce que c'est vrai que quand on regarde ce qui peut être proposé, on n'a pas forcément d'activités pour les enfants en dessous de 5 ans. À part des activités libres d'aller au parc ou ce genre de choses, mais des activités d'éveil, il y en a très peu. Des activités sportives pour les femmes et plus particulièrement pour les mères, ça a été très plébiscité. Parce que même si on a des équipements sportifs qui sont nombreux, finalement les créneaux sont réservés par des associations qui n'ont pas forcément une empreinte ultra locale. Et donc, quelque part, les femmes du quartier aimeraient avoir l'opportunité d'accéder à des espaces sportifs et de pouvoir justement faire du sport. Donc c'est intéressant qu'on puisse en parler aujourd'hui aussi. Ce qui est identifié aussi comme un manque, c'est ça manque de temps festif fédérateur. Alors même s'il y a plein de choses qui sont organisées, et moi je passe souvent au parc Georges Brassens en ce moment et je trouve ça super parce que c'est tout le temps animé avec les concerts dans le square, etc. Et puis il y a plein d'événements, il y a eu le salon du livre de cuisine, etc. Enfin il y a plein de choses, donc c'est quand même très bien, mais ça a été identifié comme tel. Des commerces de qualité et adaptés aux ressources des habitants. Et là aussi, on a un petit peu un gap, c'est-à-dire que quand on veut faire des courses pour sa famille et qu'on ne veut pas faire grimper le budget entre le Franprix et le G20, c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis, ce qui avait été identifié comme un manque, c'était le manque d'un point de relais avec la mairie, une annexe de la mairie. Mais maintenant, c'est un peu chose faite avec la mairie mobile et puis la permanence qui a lieu tous les mardis soirs devant le Franprix, où la mairie est présente et répond justement aux demandes des habitants. Donc ça, c'est super. Voilà. Et la dernière chose qui a été identifiée, c'était le manque de lieux où se retrouver entre parents et enfants en dehors du temps scolaire. Donc, en effet, hormis le square Calmette ou le parc, c'est super quand il fait plutôt beau. Par contre, il y a quelques mois dans l'année, et là, ça a duré un peu longtemps, où il fait un peu moins beau et où, du coup, c'est difficile de pouvoir justement créer du lien, rompre l'isolement dans lequel on peut se trouver parfois quand on est parent, soit solo, pas solo, mais en tout cas quand on a envie d'être en contact avec d'autres parents, quand on a envie de trouver des réponses à ces questions de parents, parce que c'est pas forcément inné, et puis de pouvoir aussi créer des amitiés, des liens dans le quartier. Donc ça, c'est vraiment ressorti de façon assez prégnante. Donc voilà, ce manque de lieux, et notamment alors quelque chose qui avait été évoqué pour cette partie-là du quartier en tout cas, ce qui n'est pas le cas au-dessus du parc, mais on a très peu de cafés où les femmes se sentent en tout cas les bienvenues. Le PMU n'est pas hyper accueillant. Voilà. Et ce qui existe, alors c'est important de le souligner parce que quand même, donc, on a Citea en termes de structure qui est présente dans le quartier et qui propose plein de choses, et je pense que du coup vous nous en parlerez juste après, et qui est une vraie ressource pour des familles, c'est identifié par les familles. On a des associations de parents d'élèves qui sont assez actives, autant que ce soit du côté de Cherbourg, des écoles Cherbourg, La Saïda et Brancion. Et puis, en termes de prévention des risques, on a Arkea ils ont des éducateurs qui, en effet, interviennent sur le quartier et peuvent accompagner les familles qui se trouvent dans des situations parfois difficiles d'accompagnement de leurs enfants ou jeunes adultes. Et donc, on a ces équipes-là qui interviennent.
Voilà, et la proximité du centre social qui est porte de vente. Donc là, on passe du côté du 14e arrondissement, mais c'est quand même juste de l'autre côté du pont. Il y a énormément de familles, finalement, qui nous ont dit fréquenter cette structure parce qu'elles y trouvaient les ressources dont elles avaient besoin. Et sur l'aspect culturel, on a quand même la chance d'avoir 2 théâtres dans le quartier, donc le théâtre Sylvia Montfort, le théâtre de la Plaine, qui ne sont pas forcément toujours très bien identifiés des familles, où il faut peut-être les accompagner en fait une première fois, mais une fois qu'elles l'ont découvert, elles s'en saisissent, et il y a une offre qui est quand même assez riche dans ces 2 établissements. Et puis, et bien sûr, là, même si cette année, il y a une organisation un peu différente avec les JO, le temps organisé par l'ACE sur les lectures au parc Brassens, c'est très apprécié. Voilà. Donc cette année, il faudra nous retrouver Square Période. Voilà, ça, c'est bon. Mais en tout cas, voilà, il y en a qui râlent un peu, mais en même temps, il faut aussi pouvoir bouger un peu plus loin dans l'arrondissement. Et à présent, alors, ce qu'on va vous proposer, c'est que plusieurs associations qui sont présentes ici puissent vous présenter leurs actions en direction des familles, parce que tout ensemble, elles concourent finalement à proposer une offre diversifiée et complémentaire aux familles du quartier. Et donc peut-être pour commencer, je laisse la parole à la famille de France et je vous laisse vous présenter et prendre le micro. Merci. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Maryse Caron, présidente de Famille de France Paris 15, dont le siège social est rue Violet, dans la maison communale. C'est une association familiale ouverte à tous, libre de tout lien confessionnel, politique ou syndical. Nous comptons un peu plus de 200 adhérents. Nous offrons diverses activités culturelles et sportives. Nous avons d'un autre côté une branche familiale en partenariat avec l'Union des institutions sociales, donc Marc Esclapez est le président, qui est animée par Émilie Souplet, Daniel Monfréquis, qui ne peut être là ce matin, et Karine Milatos, qui est ici présente. Je laisse la parole à Émilie. Bonjour, enfin bonsoir. Déjà, je veux juste vous dire, parce qu'en fait c'est pour les familles, mais on a aussi des activités pour adultes. Donc on a fait de la marche nordique, de l'anglais, de l'espagnol, du tricot. Voilà, on fait du tricot à destination d'enfants défavorisés. Voilà, du patchwork. Mais moi je vous parlais surtout des activités familiales. Donc on a des activités à destination des familles. Donc on fait, d'abord on a un petit pôle qui fait des sorties familiales. Donc, le Famille de France est une association familiale. Donc, en fait, l'adhésion est familiale, c'est-à-dire que c'est 20 € par famille. Et donc, ça permet en fait de limiter un petit peu le budget des familles. Donc, on s'occupe d'organiser des sorties avec l'ensemble des composantes de la famille. Parce qu'en fait, notre but, c'est vraiment que l'ensemble des membres de la famille aient des moments ensemble. Donc là, on a fait le musée de la Poste, c'est très sympa. On a fait le musée du Louvre, on va visiter le Sénat bientôt. Et Famille de France nationale organise aussi des familles rando, c'est-à-dire qu'on part dans les rues de Paris et on essaie de trouver toute l'histoire. Donc là, on va se mettre, on a des pistes pour faire une famille rando à Paris 15, étant donné qu'il y a énormément de culture dans le 15e et beaucoup d'histoire. Et ça permet en fait aux familles de suivre le programme de leurs enfants dans leur environnement, ce qui est très très important. Voilà. Donc on a un autre pôle, c'est l'écoute et l'information aux familles, avec Pédagogeux. Famille de France nationale fait Pédagogeux, c'est-à-dire tous les jeux expliqués aux enfants avec PEGI, je ne sais pas si vous connaissez la classification, PEGI 3, 5, 10. Et on a un petit message à faire passer, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir sur vos téléphones portables des jeux qui paraissent anodins et qui sont classés PEGI 12. Et c'est par rapport aux publicités. Voilà, donc en fait, faites attention si vous avez des enfants ou petits-enfants, de bien respecter, même si le jeu paraît anodin, les coupures publicitaires peuvent ne pas être destinées en fait, à un public familial et à un public pour enfants. Donc j'attire votre attention sur ça.
Voilà. Et on a un dernier pôle, dont on est très fiers, c'est nos ateliers lecture. Étant donné que dans Famille de France Paris 15, on est très attaché en fait, à la lecture et à l'accès de la lecture. Et cela dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que c'est idéalement, c'est dès la crèche. Et nous, on met en des ateliers à partir de la grande section de crèche, en fait, juste avant l'entrée à la maternelle, étant donné que l'objet livre est un objet, une ouverture sur le monde qui est très, très importante. Et il y a des études, je ne vais pas vous parler de ça. Il y a beaucoup d'études où l'apprentissage de la lecture se fait bien en amont du CP. Et un enfant qui a le goût de la lecture, enfin, d'écouter des histoires, de réfléchir sur ce qu'il a lu, va pouvoir avoir une approche de la lecture et un apprentissage qui est beaucoup plus facile. Donc, au cours de l'année, on participe à plusieurs activités qui sont partir en livre. Donc ça, on sort les livres et on les met dans les parcs. Donc là, on va voir plusieurs dates avec Karine, qui seront, enfin, on vous communiquera. Et on a mis en place aussi des ateliers. On organise sur les prix des Incorruptibles. Donc, le prix des Incorruptibles, c'est le premier prix littéraire pour les jeunes lecteurs. Et donc là, ça fait 3 ans qu'on le fait, c'est ça, Maryse? Oui. Donc, au début, on a commencé par des primaires. Et depuis cette année, on fait des maternelles. Et ça marche super bien parce qu'en fait, les enfants sont vraiment très accrochés. Et ils ont une réflexion très poussée sur des thèmes qui peuvent paraître difficiles. On a parlé de la mort, de l'handicap, ils viennent de leurs petits livres. Et je pense que c'est quelque chose vraiment à développer et qui est très, très important. Voilà. Donc, on a la chance... Parler en même temps, c'est un peu plus... Donc, on a la chance d'avoir un nouveau lieu au Périchaud qui est au sous-sol de l'UIS. Donc 143 boulevard Lefebvre, et avec Marc, Karine, et aussi toi, hein. Daniel aussi, Daniel. On a peint nos petites cagettes et on a fait un petit lieu qui est très agréable pour les familles. Et donc là, on parlait de mixité sociale. Ce qui est important, c'est pour tout le monde. Et on a des personnes qui viennent du Périchaud, mais également qu'on a rapatriées de la rue Violet. Parce qu'en fait, la lecture, il n'y a pas de... Enfin, tout le monde, à partir du moment où se mélange, et ça permet aux parents de se rencontrer. Parce que c'est important, en fait, c'est pas, les parents ne déposent pas leurs enfants, c'est vraiment un atelier où les parents restent. C'est un vivre ensemble et c'est un moment de partage, ce qui est très rare. Enfin, moi qui ai 3 enfants, je peux vous le dire, c'est un peu la course. Mais là, c'est un moment où on se pose tous ensemble sur notre tapis et on lit et on passe un moment ensemble. Je pense que c'est un truc qu'il faut développer, c'est vivre ensemble avec nos enfants et après avec d'autres parents dans le 15e. Voilà. Merci pour cette présentation. Et je cède la parole à Lara pour Citéa. Merci. Bonjour tout le monde, très contente d'être ici avec vous. Alors, par contre, on a débranché quelque chose. Non ? Citéa, oui c'est bon. Voilà. Alors, le groupement associatif Citéa existe depuis 18 ans. On est plutôt connu sur la question de la protection de l'enfance. On a 2 branches en fait. On a la branche de la protection de l'enfance et et la branche de la prévention et du soutien aux parents, aux parentalités. Je ne vais pas beaucoup parler sur la branche protection de l'enfance parce que dans le 15e, on est plus sur le côté prévention, soutien aux parentalités. Mais c'est pour vous dire que notre directeur général, qui est Bruno Zilberg,
est un psychologue, thérapeute familial, et il a commencé comme ça à développer avec des consultations familiales auprès des familles. Voilà, ça s'est développé au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est sur beaucoup de territoires différents en Île-de-France, et donc on est dans le 15e. Moi, je suis directrice de différents services sur Paris et aussi dans le 93. Et donc dans la question et la branche de la prévention, on a ce qu'on appelle les ateliers, l'atelier des familles. C'est une maison, voilà, on peut se le représenter de cette manière-là. Et le but de l'atelier des familles, c'est d'accueillir toutes les familles et d'être un lieu ressource parentalité. On est financé par la CAF, une partie par la mairie de Paris, Paris du 15e, et aussi par le ministère de la Justice. Et donc, nous avons des professionnels qui sont des professionnels pluridisciplinaires, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés et psychologues. Voilà. L'idée d'un lieu ressource parentalité, c'est que n'importe quelle famille peut venir, du coup, à l'atelier des familles, appeler, voilà, et on a une coordinatrice qui va venir proposer un entretien ou juste un entretien téléphonique, qui va écouter et voir en fonction de ce que veut le parent, ce qu'aimerait, souhaiterait les parents ou la famille ou le grand-parent, on l'oriente. On peut l'orienter sur le territoire, voilà, sur des services du territoire qu'il ne connaît pas, parce qu'on le sait aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de dispositifs et beaucoup de choses qui existent, et on peut s'y perdre aussi. Donc l'idée, c'est aussi d'abord une écoute et de l'information. C'est la première idée. Et puis, pouvoir orienter. Orienter en externe, de ce qui existe, mais aussi en interne. Parce que, du coup, au sein de l'atelier des familles, il y a plusieurs services. Ça fait rien. Je sais pas, je crois que c'était avant. Il y a plusieurs services. Il y a donc un service qu'on appelle donc le REAP, hein, le réseau d'aide et d'écoute aux parents. Et donc dans le cadre du REAP, on va proposer des ateliers parents-enfants, des ateliers pour les adolescents et des ateliers que pour les parents. Des ateliers qui sont du mercredi au dimanche, parce qu'on sait aussi les disponibilités, c'est parfois plutôt le week-end. Et je rejoins du coup Madame Souplet dans ce qu'elle dit. L'idée, c'est de pouvoir profiter 1 heure. On est pleinement avec son enfant et on va partager ce temps avec son enfant. Quand je parlais de prévention tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on est forcément en difficulté. C'est pas ça la prévention. La prévention, c'est de pouvoir partager du temps, justement, et de qualité, pour justement derrière qu'il n'y ait pas de difficulté. Voilà. Et s'il y en a, on a donc des psychologues, des professionnels de la petite enfance, de l'enfance, qui peuvent soutenir, valoriser aussi les parents. Parce qu'aujourd'hui, on a une montagne d'informations et aussi, il y a beaucoup de parents qui sont dans le doute de ce qu'ils sont, de ce qu'ils transmettent. Et on est là pour rassurer aussi, de façon à ce qu'ils aient des réponses par rapport à ce qu'ils vivent, voilà, en famille. Donc, ça, c'est une première orientation. Et donc... il y a un planning que j'ai mis du coup à l'entrée et pour que l'accès soit facile à ces ateliers, on sait que voilà, se déplacer c'est pas toujours simple. Le téléphone c'est pas simple non plus parce que parfois on arrive à 19h et que du coup c'est compliqué d'avoir quelqu'un au bout du fil parce que voilà c'est fermé. Donc on a ce qu'on appelle une application, un site qui s'appelle Un parent, une solution. Sur ce site, on a toutes les informations. Ce n'est pas que pour réserver l'atelier, c'est aussi un site d'information.
dans le domaine de la prévention. Et donc, on a les informations sur tous les ateliers qu'il y a, sur tous les événements qu'il peut avoir, parce qu'on fait aussi des événements ponctuels. Et puis, sur aussi les aides qu'il peut avoir et dont on n'est pas forcément au courant par rapport à des aides, par rapport à la CAF, etc., des prestations. En tout cas, il est simple, ce site, et c'est fait exprès. On le développe, on essaye, pour que ce soit accessible à tout le monde et qu'on puisse réserver directement. Voilà. Mais j'appuie sur ce fait, on peut réserver par mail, on peut réserver pour aller dans les ateliers par téléphone et à travers ce site aussi. Voilà. On a des professionnels qui appellent après, juste avant un atelier, pour être sûr que du coup la personne vient, parce qu'on comprend qu'elle puisse finalement ne pas venir pour des tas de raisons. C'est vraiment un dispositif qui se veut sans jugement et aussi ce qu'on développe de plus en plus, c'est de participer, de développer des ateliers avec les parents du quartier. On en a fait un, par exemple, la semaine dernière, un atelier pour les parents allophones, du coup, de livres bilingues. Donc, il y a eu du russe, du chinois, du portugais, et où on a partagé, du coup, ensemble ce moment-là, avec des enfants tout petits, un peu plus grands, pour aussi être dans cette découverte des langues. Voilà. On a un atelier cuisine qui est très prisé, du coup, le samedi matin, puisqu'on est vraiment dans cette question de sortir de l'isolement, rencontrer d'autres parents et partager un bon moment autour de la cuisine avec d'autres parents et d'autres enfants. Voilà. Donc, on est une association, hein, et c'est une équipe très engagée qui est vraiment très actif dans cette question. Et voilà. Et là, on arrive au moment où on va faire aussi des sondages auprès des familles pour pouvoir se réadapter à chaque fois et à la rentrée voir encore ce qu'on peut proposer et développer, toujours en lien avec le besoin des familles, voilà, du quartier et du 15e. Et il y a un deuxième dispositif aussi que je tenais à quand même à en parler, qui est du coup la médiation familiale, qui est peu connue parfois. C'est lorsqu'il y a des conflits, un conflit, pas forcément qu'entre parents, parfois il peut y avoir des conflits dans la famille, un parent avec son adolescent, ou des conflits en général. Et donc on a des médiateurs qui sont diplômés d'État et qui vont faire tiers dans ce conflit. C'est-à-dire qu'ils proposent du coup des séances d'information gratuites. Je donne un exemple, par exemple aux deux parents où ça ne va pas. Voilà. Et ils proposent du coup de pouvoir, c'est un lieu de communication, est un lieu de décision aussi, de pouvoir du coup décider ensemble sur des choses importantes dans l'éducation de leur enfant, en passant par des médiateurs pour par exemple des situations de séparation. Ils peuvent aussi homologuer, signer une convention qui sera homologuée auprès du juge des affaires familiales. Donc, ce n'est pas négligeable. Et donc, dans l'atelier des familles, on a aussi ce dispositif de médiation familiale, qui est un peu partout sur Paris, mais donc est aussi à l'ADF. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Et on poursuit le tour de table avec les associations au sein de notre conseil de quartier. Peut-être Claire, pour commencer, je suis juste à côté. Donc là, maintenant, je vais reprendre la parole, mais au titre de l'association et pour vous la présenter un petit peu. Donc cette association, elle a été créée il y a un petit peu moins d'un an.
par des habitantes du quartier, toutes mères d'enfants en bas âge. Et le but, c'était, enfin à l'origine, et ça l'est toujours, c'est de se dire, bon bah voilà, on est dans un quartier, donc vraiment le quartier Bartholomé-Brancion, donc vraiment la partie sud du quartier Georges Brassens, où finalement on a un peu l'impression des fois de se sentir les oubliés du 15e, parce qu'on est tout au bout, on est proche du périph', c'est pas terrible pour la santé déjà, on est tous un peu asthmatiques dans le quartier, mais au-delà de ça, c'est un quartier où il y a finalement très peu de ressources de proximité, d'ultra proximité pour les parents. Et on était énormément en fait de parents à se sentir assez seuls dans notre vie quotidienne, dans notre vie de parents, parfois démunis justement dans les situations qu'on pouvait rencontrer avec nos jeunes enfants. Et donc cette association elle a pour vocation à créer un village autour de l'éducation des parents. Et de pouvoir justement alors soit aller chercher de la ressource à l'extérieur, soit faire venir la ressource à nous, donc en organisant des événements ou des ateliers dans le quartier. Et puis on a l'ambition, et on y travaille un peu d'arrache-pied depuis quelques mois, d'ouvrir un lieu dans le quartier qui serait un tiers-lieu autour de la parentalité, où on pourrait retrouver justement un certain nombre d'intervenants, d'experts du sujet, d'associations partenaires, un coin café pour se poser avec nos enfants le soir en sortant de l'école, un espace ludothèque, des professionnels éventuellement de santé ou autour des questions de parentalité. Et voilà, donc là on travaille sur ce projet-là, mais on va vous en reparler après, parce que justement on a déposé ce projet au budget participatif. Et aujourd'hui, alors ce que fait l'association Le Village, alors déjà elle a commencé en créant une communauté sur WhatsApp. Ça peut paraître tout bête, mais finalement ça a été un énorme moteur déjà qui nous a permis de comprendre l'engouement et la nécessité de faire des choses dans ce quartier. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 90 familles qui sont dans ce groupe WhatsApp et qui s'échangent quotidiennement à la fois des bons plans. Par exemple, le week-end dernier, il y a le salon du livre ancien, le salon du livre de cuisine au parc Brassens. Il y a des ateliers pour les enfants. C'est un bon plan pour s'occuper ce week-end. Ou ça peut être, moi j'ai besoin d'un orthophoniste. Est-ce que vous en avez un à me conseiller? Ça peut être, j'ai un gros problème de transport. Je ne vais pas pouvoir récupérer mon enfant à temps à l'école, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Voilà, c'est très varié, mais en tout cas c'est un beau réseau d'entraide qui fonctionne très bien aujourd'hui et qui permet en fait de créer du lien entre les habitants du quartier. On n'a pas vocation à s'étendre au-delà de ce quartier-là, parce que justement l'idée c'est qu'on reste un village et qu'on ne soit pas une métropole. Voilà, c'est important de le dire, parce que justement pour garder ce lien de proximité, pour passer au-delà justement de ce groupe WhatsApp et créer le lien en vrai, il faut se croiser, et c'est en effet dans les espaces du quartier qu'on arrive à se croiser en vrai. Voilà, on fait au quotidien, on organise des temps un peu différents. Donc on a d'abord un temps qui s'appelle le temps des parents, qu'on organise à peu près une fois par mois, et qui est un moment où on fait intervenir un peu en format groupe de parole un expert ou une experte d'un sujet. Donc on a eu des temps sur la communication non violente, on a eu un temps très intéressant sur la transmission intergénérationnelle avec l'école des grands-parents européens. C'était très beau. On va avoir justement un temps prochainement avec les médiatrices de Citea. Et voilà, donc tous les mois, on a ce rendez-vous qui est assez demandé par les parents, et qui permet aussi justement de créer du lien et de l'entraide entre parents, parce que c'est un moment où on s'échange aussi des astuces pour gérer les colères ou ce genre de choses. Voilà, c'est un moment intéressant. On a un temps qui s'appelle Fun en famille, donc ça rejoint un petit peu ce que vous faites donc à la fois Famille de France et Citea, sur cette nécessité de, à un moment, mettre stop à la vie, à la routine, à la gestion du quotidien qui peut être très prenante quand on est parent, et de se dire là en fait je me mets à la hauteur de mon enfant et je joue avec lui, je prends un temps de qualité avec lui. Et donc en fait on a une animatrice qui anime ce temps et qui prend tout le monde, tous les participants sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on est parent ou on est enfant, on joue, on est joueur de la même façon. Voilà, on se laisse faire, on se laisse aller, on se laisse guider.
Voilà, et puis on organise des temps festifs, donc à peu près à chaque période de vacances scolaires, on organise des temps au Square Calmette parce qu'on n'a pas de locaux, donc pour l'instant, en attendant justement de pouvoir développer ce projet de tiers-lieu, on n'a pas de locaux, donc on est itinérant dans les locaux, alors à la fois de Créateo, et je remercie Moadi pour son accueil chaleureux à chaque fois parce que c'est donc au centre de développement local, c'est un lieu super où on peut dont les habitants peuvent vraiment se saisir. Et d'ailleurs, il y en a qui le font maintenant, qui ont compris où était la porte, hein, donc qui organisent des temps même entre parents, voilà, de façon complètement autonome. Et c'est super. Donc voilà, ces temps festifs. Moi, je vais d'ailleurs vous parler de 2 temps festifs auxquels je voudrais vous convier parce que donc le 16 juin, on va organiser des Olympiades pour les familles, mais où bien sûr on est tous une famille. On peut être une famille de sang, une famille de cœur, donc on peut venir avec ses copains et être une famille. Où on va avoir des épreuves. Alors épreuves, on va pas avoir le niveau de nos athlètes olympiques et paralympiques. On va être modeste, mais en tout cas, voilà, ça va être des épreuves accessibles à tous, qu'on soit d'ailleurs, si pour les personnes en situation de handicap, il y aura des épreuves adaptées, il y aura des quiz sportifs, il y aura des épreuves pour les tout petits. Moi, j'ai très hâte de voir cette course de bébés qu'on va organiser. Et puis, on aura donc après le temps d'épreuve, on aura un goûter partagé, qui sera offert aux participants. Une remise des prix, bien sûr. Et puis, on clôturera avec un concert dansant dans le Square Calmette. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps auquel je voulais vous convier, c'est le 4 juillet. Donc c'est le jour du premier anniversaire de l'association. Et on va organiser le banquet du village. L'idée, c'est, dans le Square Calmette, de faire la plus grande table possible et de partager nos spécialités aux uns aux autres. Donc c'est un soir de semaine, c'est un jeudi soir. Et l'idée, voilà, chacun apporte un plat et on mange tous ensemble, on fait connaissance, les plus jeunes, les moins jeunes, et on se rencontre entre voisins parce que c'est quand même une nécessité. Il y a des fêtes des voisins qui sont organisées, mais il n'y a pas forcément de fête pour tous les voisins. C'est-à-dire qu'on va avoir la fête des voisins de la RIVP, la fête des voisins de Paris Habitat, la fête des voisins des Périchaux, etc. Mais il n'y a pas forcément de grandes fête commune. Donc là, c'est vraiment l'intention. Et on aura ce jour-là l'intervention de la compagnie À l'Affût qui proposera un théâtre de spectacle de rue pendant ce banquet du village. Donc on l'imagine vraiment comme on l'entend quand on dit banquet du village. On voudrait amener cet esprit village justement dans le quartier. Donc ça, c'est les 2 temps auxquels je souhaitais vous convier. Puis je pense à quelque chose que j'ai oublié mais qui est assez important, et notamment là dans ces temps où on va avoir les JO qui vont arriver. C'est assez difficile pour les familles, les JO, parce que nous, on est en plus dans une zone qui est assez proche du lieu, d'un lieu d'épreuve. Il faut savoir que dans les centres de loisirs, déjà, il y a plein de centres de loisirs qui sont fermés pendant l'été. Par exemple, ici, il n'y aura pas de centre de loisirs, que les centres de loisirs ne vont pas pouvoir sortir dans Paris, et ça s'entend parce que voilà, va pas falloir trop engorger les transports en commun avec des enfants, des hordes d'enfants, mais en tout cas, ça va être compliqué pour les familles cet été, ou en tout cas pour les familles qui n'ont pas l'opportunité de partir en vacances. Et donc, on a mis en place un projet avec l'Agence nationale du chèque vacances pour permettre à des familles de pouvoir partir une semaine en vacances à prix réduit, et voilà, et donc c'est des offres très intéressantes. Donc si vous connaissez des familles qui sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en capacité aujourd'hui de pouvoir partir en vacances, vous pouvez tout à fait les orienter vers nous, et on pourra justement les accompagner pour trouver quelque chose qui leur correspond. Et on organise également des sorties culturelles assez régulièrement, et cet été, on va en avoir quelques-unes, mais on va surtout aussi avoir des places pour les JO. On a eu une 40aine de places, donc là on est en train d'en faire bénéficier en priorité les familles qui ne partent pas en vacances. Voilà, je pense que j'ai été assez exhaustive, et puis je reviendrai sur les tiers-lieux tout à l'heure. Merci. Et donc la parole à Pascal pour l'amicale Paris Plaine 15. Il y en a juste un là. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je vais être rapide, je voudrais dire 3 petits mots, à la fois donc sur l'amicale Paris Plaine 15, qui est une association de locataires qui est basée au niveau du tramway Georges Brassens. C'est un nouveau groupement d'immeubles depuis 2017.
Elle a été fondée en 2019. L'idée au départ, c'était de fédérer les habitants, un peu dans l'esprit de votre association du village. Et rapidement, on a été amené à devenir des défenseurs des locataires face aux bailleurs. C'est des immeubles qui avaient des problèmes comme dans beaucoup d'immeubles, et donc on est devenu plutôt une sorte d'officine de défense des locataires, mais malgré tout on a gardé nos objectifs de fédérer les gens donc, autour de fêtes de voisins par exemple, mais pas seulement. Nous avons organisé, je crois que nous avons 5 éditions, ça sera peut-être la 6e édition du vide-grenier sur le boulevard Lefebvre au mois de septembre. Donc ça, c'était une façon aussi pour nous de faire vivre le quartier. On l'a fait avec nos partenaires ici, donc je salue Créateo et bien d'autres, Action et Transition notamment, et la mairie du 15e, bien entendu, qui nous a aidé à développer ce vide-grenier. Quelques mots. Donc nous, chaque année, donc on est à peu près sur une 50aine d'adhésions par an sur un groupement d'immeubles qui fait à peu près 150 logements. Voilà. Nous sommes adhérents en tant qu'amicale. Nous avons adhéré à la CLCV Paris, qui est une association de défense des consommateurs et du logement, spécialisée dans le logement. Donc ça nous a bien aidé sur certains aspects juridiques, notamment. Et donc nous continuons en partenariat avec eux de défendre certaines aberrations que peut-être certains d'entre vous connaissent bien dans vos logements. Un petit mot de l'association Créart Musique, qui est ici domicilié à la maison des associations, donc qui vit dans le quartier et qui propose des activités autour de l'éveil musical pour les plus jeunes, et ainsi qu'un atelier guitare. Nous sommes partenaires de la CAF. Nous avons une subvention de fonctionnement, qui nous a permis de commencer à communiquer et d'avoir des enfants chaque année depuis 2020. Régulièrement, nous sommes donc en partenariat hébergé au CDL Brancion et également sur le tiers-lieu à duplex qui s'appelle Ferlien, tout à fait. Voilà, donc on va continuer cette année à développer cet éveil musical. Nous participons aux fêtes de quartier, bien entendu. Nous avons été invités aussi à un festival récemment au Square Saint-Lambert, justement avec Famille de France et la Maison des Associations. Et donc nous essayons de développer des actions culturelles au niveau du quartier. Et enfin, un troisième point que je voulais vous transmettre sur le projet qui s'appelle Microfolie. Alors je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez ce que c'est la Microfolie, qui est un musée numérique, qui vient d'être mis en place depuis 2024, donc c'est tout récent. Donc c'est une acquisition de la mairie du 15e sur un dispositif du ministère de la Culture et de la Villette, et du parc de la Villette. Et c'est un musée numérique, c'est-à-dire que les gens viennent dans un lieu, comme ici par exemple, visionner sur un grand écran des collections nationales de grands maîtres de la peinture, bien sûr, de la sculpture, de l'histoire de l'Antiquité, de la musique, etc. Nous avons depuis janvier environ fait circuler cette microfolie dans le quartier ici. Alors c'est une acquisition qui est due au fait que une partie du quartier est devenue quartier politique de la ville. Donc ça a permis de faire une acquisition dont la visite est gratuite. Voilà, donc c'est un dispositif qui est gratuit. Nous avons à peu près 1 millier de personnes qui ont déjà vu la microfolie. Nous nous sommes rendus dans des établissements scolaires, bien sûr tous les établissements scolaires du QPV ici, donc l'école Brancion ici. Nous allons participer à la prochaine fête Brancion ici au mois de juillet.
Tous les centres de loisirs, donc Cherbourg, Viger-le-Brun et Brancion également, sont venus nous rendre visite. C'est une projection sur grand écran avec une interactivité, avec des tablettes numériques qui permettent aux enfants de créer des jeux autour des œuvres de grands maîtres et de la musique, etc. Donc c'est vraiment, d'un point de vue pédagogique et culturel, c'est très, très intéressant. Le collège Citroën nous a reçus également au mois de mars, février-mars. Donc il y a eu beaucoup de classes qui ont vu ce musée numérique. Nous avons été sollicités par le club senior des Périchots également, qui va venir faire une visite la semaine prochaine avec un groupe de personnes, et ainsi de suite. Donc ça va se prolonger durant les JO. La microfolie va se déplacer à la mairie. Elle sera dans une salle de la mairie du 15e. Et donc, nous allons proposer des plannings avec plusieurs thématiques autour des châteaux de la Loire, musées nationaux, grands concerts de musique, etc. Voilà, donc ça commence. Il y a de la communication sur la newsletter de la mairie notamment et autres. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rendre visite au 100 boulevard Lefebvre. La microfolie est là-bas. On peut vous faire à tout moment une démonstration et vous verrez que c'est vraiment un outil merveilleux, quoi. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci. Et peut-être avant de passer à l'offre sportive, on peut faire un premier bilan d'étape. Si des conseillers et conseillers de quartier veulent réagir, ou dans la salle, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, c'est le moment. Et Sylvie, évidemment, c'est le moment aussi de prendre la parole si vous le souhaitez sur ACE15. Oui, je veux bien, c'est gentil. Il est allumé. Oui, il est allumé. Oui, alors ACE15, ça veut dire Association culturelle et événementielle du 15e. Donc on agit dans tout le 15e arrondissement, mais c'est vrai que vous êtes un peu privilégiés parce qu'on fait pas mal de choses dans votre quartier, dans le quartier Brassens. Alors on l'a dit, on était le week-end dernier sous la halle pour un salon du livre de cuisine qu'on a créé il y a 2 ans. Et on avait la chance d'être sous le parrainage d'un fabuleux journaliste, François-Régis Gaudry, qui anime l'émission de France Inter. Vous la connaissez peut-être, on va déguster toutes les semaines. Voilà, qui nous a fait le plaisir d'être là, et l'année dernière et cette année. On va maintenant travailler d'arrache-pied pour être effectivement, non pas dans le parc Brassens cet été, mais Square Cherriou, au sein du grand événement créé par la mairie pour les Jeux Olympiques. On sera le côté un peu moins sportif, mais un peu plus culturel. Quoiqu'on nous proposera des petites olympiades cérébrales sur le plan culturel, avec pour les adultes, comme c'est tous les ans le cas, des prêts de livres, des prêts de transat, des conseils lecture, mais aussi cette année des parties de Scrabble, des mots croisés géants. Voilà, donc ça peut être intéressant pour tous ceux qui veulent s'amuser le soir en sortant du bureau, s'ils sont là. Et beaucoup d'activités pour les enfants. Avec une petite nouveauté cette année, on travaillera avec l'association Reflet 15 pour proposer des ateliers Lego. On aura aussi bien sûr des prêts de livres, des lectures, des jeux autour du fameux mot tordu. Tous les parents connaissent le mot tordu, j'imagine. Des jeux tournés aussi vers les Jeux Olympiques. Un petit championnat autour des fables de La Fontaine, parce que la plupart des enfants connaissent les fables de La Fontaine, et on essaiera de les faire monter sur le kiosque pour faire des petites olympiades autour de ça. Et puis tout un tas de choses. Donc venez nous voir en vous déplaçant un petit peu dans le Square Cherriou. Il y aura pas mal d'occupations pour les grands et les petits. Ensuite, après l'été, arriveront nos traditionnels événements. D'abord de la dictée Brassens-Le Robert, qui se déroulera cette année un dimanche, le 22 septembre, toujours au Théâtre Montfort. Donc j'invite tous les amoureux d'orthographe, de la langue française, etc., à s'inscrire dès début septembre sur notre site pour participer. D'autant qu'on a maintenant 2 niveaux, un niveau expert pour vraiment les gens très très pointus, parce que cette dictée est quand même assez difficile, mais un niveau amateur qui permet aussi de s'amuser quand on a déjà un bon niveau, mais sans être forcément un grand expert. Voilà. Et on enchaînera 15 jours après par ce qui est un peu le must de notre association, les journées Brassens et de la chanson française dans le parc Brassens.
Donc un festival de musique de 2 jours. Tous ces événements, hein, je le souligne, y compris pour celui-là évidemment, sont gratuits pour le public. Donc vous pouvez venir. Il y aura des chorales le matin, des artistes qui chanteront du Brassens sur des airs renouvelés par rapport à la guitare sèche, et de jeunes artistes qui se lancent dans la chanson française. Et on terminera comme l'année dernière par un petit bal le dimanche soir avec les derniers artistes sur le coup de 18h pour finir dans la joie et la bonne humeur ce festival. On a aussi tous les ans un salon du disque de collection, toujours sous la loge Faux, où on trouve des vieux vinyles, des vieux DVD, des objets du cinéma, etc. Et puis le premier samedi, des vacances scolaires de Pâques, on ouvre un peu notre saison avec une chasse aux œufs. Donc là où tous les enfants de 3 à 6 ans sont les bienvenus avec leur petit panier pour aller chercher des œufs dans le parc, et quand ils en trouvent, et c'est relativement facile d'en trouver, on leur donne en échange des chocolats. Donc on fait ça exprès le premier week-end des vacances scolaires pour que les enfants qui ne partent pas en vacances puissent en bénéficier. Voilà, alors on recherche des bénévoles parce qu'on a d'autres idées qu'on aimerait mettre en place, mais il nous faut des bénévoles supplémentaires, à la fois pour travailler sur la création des événements, leur organisation, je dirais, en allemand, et puis le jour des événements, bien sûr, être présent pour recevoir le public, faire tourner l'événement, etc. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil ou à postuler sur notre site, on sera ravis de vous accueillir au sein de l'association. Voilà. Merci beaucoup. Bien sûr, allez-y. Alors, il est difficile dans une telle réunion d'être exhaustif, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas là, peut-être n'ont-ils pas pu venir. Il y a Paris Anime, qui est au 18 avenue de la Porte-Brancion, qui est le centre d'animation de la ville de Paris. Ils participent chaque année à la fête de quartier, et c'est très bon enfant. Et puis, vous avez quand même des infrastructures sportives qui sont assez importantes, notamment celles qui sont au TEP Rigoulot, Charles Rigoulot, à la même adresse, où il y a des clubs de sport, notamment en foot, qui sont réputés, des solutions de piscine, de boules, voilà. Donc, ce volet aussi est à prendre en compte, puisque je ne suis pas ville de Paris, mais la ville de Paris fait quand même pas mal de choses. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que nous avons d'autres interventions, d'autres réactions, d'autres questions, peut-être dans la salle ou autour de la table? Non? On poursuit. Donc on passe sur le volet sportif de l'offre familiale dans le quartier Georges Brassens. C'est une nouvelle offre qui va arriver dans le quartier qui va nous être présentée. Une offre de padel, si je ne me trompe pas, c'est ça, et qui peut susciter pas mal de questions, à la fois pour ceux qui veulent peut-être pratiquer le padel et également ceux qui vont vivre à côté de ce lieu d'infrastructure sportive. Moi, j'ai eu plusieurs réactions d'habitants qui sont inquiets avec votre implantation, parce que le padel est un sport bruyant. Donc peut-être que vous aurez des réponses à leur apporter sur tout ce volet-là de gestion du bruit et de gestion des flux, et également les horaires d'ouverture. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Tout d'abord, on est très heureux d'être là aujourd'hui, et ça nous tenait à cœur de venir présenter ce projet justement avant l'ouverture et pouvoir justement échanger avec tous les habitants du quartier ici présents et les associations, rencontrer les associations du quartier, parce qu'en fait ce projet, certes c'est un projet sportif, mais comme vous le verrez durant cette présentation, c'est aussi un projet, un lieu de vie en fait, et avec Thomas en fait, quand on a voulu créer ce projet, on est résident du 15e, hein, on habite 52 rue Labrouste, donc pas très loin d'ici, et en fait quand on a créé ce projet avec Thomas et répondu à cet appel d'offres, la première idée c'était, on s'est dit il manquait un lieu de vie, un lieu dans lequel on pouvait se retrouver, un lieu dans lequel on pouvait partager des choses et se sentir en sécurité. Et vous verrez qu'à l'issue de cette présentation, j'espère qu'on en apportera des éclaircissements, et on sera là aussi pour répondre à vos questions. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je reprends le relais. Du coup, le projet, c'est pas seulement de créer un club de paddle, comme l'a dit Gaspard, c'est vraiment de créer un lieu de vie. Donc, le but, c'est d'aménager un nouvel espace de vie pour le quartier. On veut aussi également développer un endroit convivial et familial. Il y aura également une offre de restauration et de boissons qui sera du coup ouvert à tous. On veut également développer un nouveau lieu de rendez-vous pour les associations du quartier. Et bien évidemment développer une nouvelle activité sportive proposée pour
Également les écoles du quartier à partir du coup de la rentrée septembre 2025. Parce que du coup, pour vous donner une idée du projet, on souhaite ouvrir d'ici la fin de l'année et du coup proposer aux écoles du quartier dès la rentrée de septembre 2025. Donc on vous a mis le plan actuel du square qui est du coup un peu à l'abandon depuis plus de 7 ans. Avec Gaspard, on a récupéré les clés du square en septembre dernier. On essaye d'y prendre un peu soin depuis qu'on a récupéré les clés. Donc il y a 2 semaines, on a essayé de débroussailler les mauvaises herbes qu'il y avait sur ce square pour redonner un peu vie en attendant que le projet ouvre. Donc le square ne va pas changer principalement. Donc on garde le bâtiment qui est existant juste ici et on viendra implanter nos 2 terrains de paddle qui seront au milieu du square. Le but, c'est également de développer un aspect plus paysager sur le square. Donc, on s'est engagé à replanter 5 arbres sur ce square et à également développer un potager ici sur votre gauche qui sera du coup directement, qu'on pourra utiliser directement du coup via notre offre de restauration. Ici, c'est le bâtiment existant. Du coup, c'est un bâtiment en bois pour ceux qui connaissent le square. C'est le plan actuel ici. Nous, on va le transformer du coup en lieu de vie, du coup avec une partie d'accueil avec 30 places assises, avec un comptoir, des vestiaires pour que les gens puissent se doucher après avoir pratiqué le sport, et une terrasse à l'extérieur. Voici les plans 3D qu'on a fait du coup développer avec notre architecte. Donc ça sera bien évidemment 2 bâtiments qui seront semi-couverts, sur lesquels on va intégrer directement une solution acoustique, donc à la fois thermique, une solution d'isolation thermique et acoustique, qui va fortement limiter le bruit que le paddle peut potentiellement faire dans certaines implantations. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, il y a pas mal évidemment de problèmes de bruit avec le paddle. La première chose qu'on veut développer, du coup, c'est cette semi-couverture qui déjà empêche le bruit dans un premier temps, et cette solution acoustique qui va en plus venir absorber le bruit potentiel que la balle peut faire à travers la vitre et à travers les raquettes. Expliquez ce que c'est que le paddle, parce que tout le monde... Bien évidemment, excusez-moi. Alors le paddle, c'est un sport qui a été inventé en Argentine il y a environ 50 ans. En fait, c'est un peu un mélange entre le tennis et le squash. Donc c'est, pour vous donner un idée, un terrain de paddle fait la moitié d'un terrain de tennis. Donc c'est beaucoup plus petit, ça se joue à 4, c'est très accessible, c'est beaucoup plus facile de jouer au paddle que de jouer au tennis. Voilà, donc c'est un terrain qui est entouré de vitres, donc c'est pour ça que ça peut potentiellement faire du bruit parce que la balle rebondit sur la vitre. Et ça fait du bruit, oui. Exactement, et c'est pour ça que notre solution acoustique qu'on apporte va limiter le bruit. Donc on a des études qui ont été faites par rapport à ça. Pas de souci. Donc voilà, c'est un sport de raquette entre le tennis et le squash. Ça, c'est les plans 3D de l'intérieur du bâtiment qu'on va réhabiliter en lieu de vie, comme je vous l'ai dit. Donc c'est assez coloré, c'est vif. On a fait appel à un super cabinet d'architectes qui est assez réputé et qui travaille pour pas mal de restaurants dans Paris et en France. Donc on est très fiers d'avoir pu collaborer avec cet architecte. Merci Thomas. Donc en fait, comme je vous ai dit au début, notre offre elle s'adresse au quartier, elle est donc pour le quartier. Donc notre première mise à disposition, ce sera pour les écoles du quartier pour qu'ils puissent découvrir en fait ce sport, avec un partenariat, leur réserver un créneau une fois par semaine pour que les jeunes puissent venir sur le square justement et découvrir ce sport, avec les écoles donc de Cherbourg, Porte-Brancion et la maison de quartier. Une réduction pour tous les habitants du quartier Georges Brassens pour qu'ils puissent justement bénéficier de la plus-value de ce qu'on est en train de créer, donc des terrains de paddle, et découvrir ce sport aussi qui, en fait, comme Thomas l'a dit, est assez ludique. Et vous pouvez jouer, que ce soit avec des jeunes, avec votre mère, avec vos enfants. Et finalement, à la différence du tennis, vous pouvez très très vite vous amuser et prendre du plaisir dès la première fois. Moi qui joue pas du tout au tennis et Thomas qui joue très bien au tennis, on joue ensemble assez régulièrement et ça se passe très bien. C'est à partir de 6-7 ans, je pense, quand vous savez tenir une raquette, quoi. Et donc, comme Thomas l'a dit, une mise à disposition de notre espace pour les associations locales, et avec en fait
plein de projets qu'on aimerait co-créer, et c'est pour ça aussi que ça nous tenait à cœur d'être là aujourd'hui. Et en entendant justement tout ce qui se passe dans le quartier, ça nous donne des idées, même créer peut-être des ateliers de cuisine avec les enfants, vu qu'on aura une cuisine, etc. Et donner aussi en fait ce lieu qui est certes exploité par nous, mais qui sera en fait pour le quartier et ses habitants. Et sur l'espace donc ouvert à tous, donc on s'est engagé auprès de la mairie à faire une offre abordable, avec des prix abordables et assez simplistes finalement, avec juste une distribution de boissons et de tapas, mais on vous montrera la carte après. Et ce site et même les infrastructures sportives sont 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite, donc en fait tout le monde pourra s'y rendre. Et cet espace sera vraiment créé pour que les gens puissent venir se réunir en famille et entre amis. Et donc une collaboration bien sûr avec les commerces du quartier. Et le pain par exemple, on va passer avec les boulangeries locales et on va essayer de co-créer ça et ce projet ensemble. Donc voilà la carte, mais qu'on pourra vous partager un peu plus... Merci. Est-ce que vous avez d'autres éléments à présenter? Oui. Ok, on poursuit, excusez-moi. Justement. Alors du coup, pour répondre à vos problématiques par rapport, du coup, comme je l'expliquais, par rapport au bruit que le paddle peut faire, donc voilà, plus en détail, on met en place une couverture et une isolation acoustique sur nos 2 terrains de paddle. Donc en fait, au lieu que la toiture soit composée d'une seule membrane, elle sera composée de 3 membranes, dont une en laine PET, donc c'est du polyester, et qui permet du coup cette réduction du bruit et cette conservation thermique que le terrain peut produire. On a des horaires d'ouverture qui vont être limités. On s'est engagé à pratiquer le paddle de 8h à 22h, y compris le dimanche. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour en fait justement présenter ce projet avant qu'il ouvre et discuter. Et du coup, la deuxième chose, c'est que, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'UCPA avait déjà remporté un appel d'offres pour justement faire des terrains de paddle sur ce square. Et l'offre qu'ils proposaient, et c'est là où je pense qu'on se différencie, c'est qu'ils ne créaient pas de lieu de vie, c'était seulement réservé pour les joueurs de paddle. Et nous, on met l'accent là-dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura une offre de restauration donc, pour toutes les personnes qui souhaitent venir dans ce square. Il y aura également une mise à disposition d'activités sportives en libre service. Donc, il n'y aura pas que du paddle. Il y aura également du tennis de table, un ou 2 terrains de pétanque, des fléchettes. Donc, vous pouvez venir en famille et pouvoir profiter des installations sportives et pas seulement du paddle. Et pour répondre à une problématique qu'on a pu entendre, c'est que ce square, du coup, est à l'abandon depuis plusieurs années. Il a été squatté pendant un certain nombre de temps. C'était pas un site sécurisé, donc l'endroit, quand on rentrait tard, ne permettait pas à certaines personnes d'être en sécurité pour rentrer chez eux. Donc nous, on s'engage à avoir du personnel présent 7 jours sur 7 sur ce square, pendant nos heures d'ouverture. Et une fois que le site sera fermé, ça sera un site qui sera sécurisé 24 heures sur 24, avec des caméras et tout ce qu'on peut penser pour qu'un site soit sécurisé. Bon, ça c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est que c'est quand même un projet qui du coup demande 500 000 € d'investissement. Avec Gaspard, on est du coup co-fondateur de cette société. On apporte quand même énormément d'argent pour 2 jeunes entrepreneurs. Le troisième point, c'est qu'on a voulu emprunter pour cet investissement dans une banque qui est du quartier. Du coup, on va emprunter auprès de la BNP Paribas Branche-Vouillé. Et c'est un point qui nous tenait à cœur aussi également pour faire travailler le quartier. Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, quand on discutait avec Louise Agathe et avec le maire du 15e sur justement cette partie acoustique, le projet initial s'élevait à 300 000 €. Et en fait, on a justement voulu trouver la meilleure solution pour le voisinage et trouver finalement la meilleure structure qui puisse isoler le plus possible le bruit. Et c'est ça qui fait que le projet a pris des dimensions financières bien plus importantes et qui a demandé un certain nombre de réflexions avec la mairie de Paris et le service des sports de la mairie de Paris, qui en fait prenaient ce sujet très à cœur. Et même au moment de la présentation, quand on l'a présenté en fin décembre, je sais plus, au début du projet, c'était déjà en fait un sujet. Donc en fait, ce projet a été construit aussi autour de ça et autour des problématiques que ça pouvait engendrer. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro pour que les gens qui nous suivent en vidéo puissent vous entendre? Merci.
signaler qu'il faut 150 à 200 mètres de distance entre l'installation d'un paddle et les premières habitations. Or, elles n'y sont pas là. Oui, et en fait, c'est sur des terrains, ces 150 mètres-là, et c'est sur des terrains qui sont à découvert. Donc, le bruit passe au-dessus et se propage. Donc, déjà, en mettant une semi-couverture de bruit, les études ont été faites, on partagera si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. En mettant déjà une couverture classique, ça limite le bruit, et ces panneaux acoustiques qu'on vient mettre au-dessus, sous cette semi-couverture, limite le bruit et en fait réduit la distance entre les habitations entre 20 et 35 mètres. Donc, on vous enverra les documentations. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, à Asnières-sur-Seine, il y a des terrains de paddle qui ont été créés dans un quartier résidentiel. Ça a créé des problèmes parce qu'ils n'étaient pas couverts et pas isolés acoustiquement. Ils ont répondu à cette demande en mettant les mêmes solutions qu'on va apporter sur ce projet-là. Et depuis, il n'y a plus de problème et les habitants sont en tout cas très soulagés et sereins par rapport à cette solution-là. Pour reprendre sur le... Oui. Est-ce que c'est le moment des questions ou bien on les posera plus tard, c'est comme vous voulez. Peut-être qu'on peut laisser finir les intervenants et après on prend les questions à la suite si ça vous va. Merci. Voilà. Et juste pour finir, on vous a fait un calendrier qui est bien sûr prévisionnel. Pour vous expliquer, on est en train de déposer un permis de construire du coup pour pouvoir construire ces deux infrastructures. On espère qu'il va être obtenu entre le mois de juin et le mois de juillet. Et les travaux commenceront à partir du mois de septembre et on espère ouvrir à partir du mois de décembre. Merci de nous avoir écoutés et on est à l'écoute de vos questions. Si vous Merci beaucoup. Merci. Et donc les questions. Oui, merci beaucoup. Oui, donc c'est un projet qui est sympathique et intéressant. Moi, j'habite le quartier. Voilà, c'est un projet sympathique et intéressant. Moi, j'habite le quartier. Effectivement, toutes les expériences annexes qui sont remontées sur le paddle, c'est le problème, c'est le bruit. Alors, on comprend bien que vous avez mis en place dans votre projet des solutions. Mais si j'ai bien compris, vous allez nous dire, j'ai plusieurs questions, je vais peut-être les énumérer et puis après vous pourrez y répondre. Vous mettez en place des solutions pour le bruit qui n'ont pas été expérimentées pour le moment. C'est un premier projet, mais j'ai cru comprendre, vous nous direz si c'est vrai, que pour le moment, vous espérez, enfin vous allez réduire le bruit, mais on ne sait pas jusqu'à quel point le bruit va être réduit et notre questionnement, ça serait effectivement de savoir est-ce que ce sera satisfaisant ou pas. Qu'est-ce qui se passe si une fois le projet terminé, on se rend compte que malgré tout, le bruit devient un problème et un désagrément pour les habitants. Je vais peut-être vous poser les autres questions, comme ça ce sera peut-être plus simple. Alors deuxième chose, c'est j'ai compris donc que les terrains seraient semi-couverts pour limiter le bruit, et pourquoi pas les couvrir complètement? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce qu'on ne peut pas couvrir complètement les terrains pour limiter encore plus le bruit? Ça, c'est une question. Et puis, alors j'avais, voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Voilà, non, je crois que c'est tout. Voilà, enfin, évidemment, ça tourne autour du bruit, mais qu'est-ce qui se passe si après, une fois que le projet est en place, et si on découvre que le bruit est pas vraiment maîtrisé, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être mises en place? Alors merci pour vos questions. Du coup, pour vous répondre par rapport au fait que ça n'a pas été encore expérimenté cette solution-là, en fait, au tout départ, on était parti sur par une entreprise qui faisait ces panneaux acoustiques, mais en fait, on n'avait pas d'exemple à portée à côté de Paris pour pouvoir vraiment voir si cette solution marchait. Et du coup, on est rentré en contact avec le club de paddle d'Asnières, qui, eux, ont mis une solution acoustique qui a été mise en place après avoir eu ces problèmes de bruit où le voisinage s'est plaint du bruit que le paddle faisait. Et eux, du coup, ont fait toutes ces études acoustiques où ils montrent la différence entre le bruit que le paddle pouvait faire avant cette solution-là et le bruit que le paddle fait maintenant avec cette solution acoustique-là. Et il y a des articles sur Internet qui sont en libre, qui peuvent être où tout le monde peut les lire, et il n'y a plus de problème par rapport à ce bruit-là. En tout cas, ils sont satisfaits de cette solution que le club a mis en place pour ce club, en tout cas. Et c'est dans un quartier qui est hyper résidentiel, donc c'est vraiment c'est entouré de tours d'immeubles et le club est présent en plein milieu, donc c'est quand même
c'était quand même, ouais, ça faisait vraiment une caisse de résonance. Et sur la couverture totale? Et en fait, sur la couverture totale, alors du coup, je vous remontre. Du coup, le projet, c'est que les panneaux acoustiques, c'est toutes les parties blanches que vous voyez sur cette partie-là. Et ensuite, nous, on aura un système de bâche qui nous permettra en fait de baisser la bâche jusqu'au sol et du coup, juste de la remonter sur les entrées pour que les gens puissent quand même rentrer sur le terrain de paddle. Et pourquoi ne pas les couvrir entièrement? Le coût est 2 fois plus important de couvrir totalement les terrains de paddle avec une structure en dur qu'avec cette solution acoustique. Oui, je voudrais simplement rajouter une chose. Les constructeurs de paddle, depuis une dizaine d'années, ont fait beaucoup de progrès, ont eu la volonté de rentrer les terrains de paddle dans les univers très denses. Et l'exemple d'Anières en est un. Et effectivement, la solution technique qui est proposée est la solution la plus optimale en termes d'isolation acoustique. Et elle est avérée. À Asnières, effectivement, il y a eu des plaintes. Vous imaginez ce que ça a pu donner avec des cours de paddle qui n'étaient absolument pas couverts. Et le résultat a été tout à fait satisfaisant. C'est pour ça qu'on a retenu cette solution, qui est vraiment la solution la plus optimale. Bon, s'il y a des techniciens ici, on peut montrer quelques coupes de ces panneaux acoustiques, mais c'est des termes très, très techniques. Et c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est prouvé et qui répondait à la volonté des constructeurs de faire rentrer les clubs de paddle dans les univers assez denses, très denses même. Voilà. Oui, je vous remercie. Sur l'exemple d'Asnières, oui, ce sera intéressant effectivement pour aller consulter. Je comprends bien que le voisinage d'Asnières est satisfait d'une solution qui améliore fortement ce qu'ils ont connu par le passé, puisqu'il y avait un mauvais ressenti et de grosses nuisances. Maintenant, je ne sais pas, nous, on sera peut-être pas dans la même situation forcément. Donc, ce qu'on espère, c'est d'avoir aucune nuisance. Et peut-être que la nuisance qui est supportée par les gens d'Asnières, parce qu'ils ont connu tellement pire dans le passé, peut-être que cette nuisance ne nous conviendra pas, je ne sais pas. Donc, ce que j'ai entendu, c'est que vous pouviez malgré tout trouver des solutions pour couvrir complètement, mais que le coût était beaucoup plus important. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte? Ah ben c'est simple, c'est 30% de plus. Et, voilà. et si vous voulez... Bon, je comprends bien que le coût est un élément important dans un projet, mais pour les riverains, c'est pas un argument, si vous voulez, recevable. Bien sûr. Mais il y a quand même tout le système de bâches, comme en parlait Thomas, qui peuvent être descendus et qui peuvent être remontés pour une question de confort aussi de tout le monde et puis de visibilité. Hein, c'est quand même aussi... personnellement, moi, je trouve que c'est plutôt agréable de voir des gens qui bougent sur un terrain de paddle quand on passe dans la rue, plutôt que d'avoir des bâches. Et donc, il y a toujours ce système de bâches qui peut descendre jusqu'au sol et qui permettra effectivement encore d'atténuer le bruit si effectivement vous ressentez une gêne. Et une autre question Oui, bonsoir. Je voulais poser une question. Je voulais savoir sur combien d'étages l'immeuble va être construit et si vous avez prévu un parking souterrain. Non, madame... C'est pas un immeuble qui va être construit. Ce sont juste des terrains de paddle dans le TEP Castagnari. Oui, mais ça met sur quelle hauteur à peu près? Un premier étage? Non, c'est 9 mètres. On monte à 9 mètres. Ah, d'accord. Ouais. 9 mètres au milieu et 7 mètres sur les côtés. J'ai compris. Et concernant le bruit, si on a des fenêtres à double vitrage, ça amortit pas le bruit? Si, normalement, c'est censé... Vous êtes censé être tranquille chez vous. Voilà, c'est ça. Et pour le parking, parce que je pense que ça va faire venir beaucoup de personnes, vous avez prévu un parking souterrain ou... Ça fera pas venir beaucoup de personnes parce que on construit seulement 2 terrains, donc au maximum il y aura 8 personnes qui joueront en même temps. Donc les gens viendront en vélo principalement ou en transport en commun et le reste viendra en voiture. Mais en fait, ce sera des créneaux de 1 heure ou 1 heure et demie. Donc les gens, même s'ils viennent en voiture, viendront 1 heure ou 1 heure et demie et repartiront par la suite. Bah voilà. Il y aura un parking à vélo. Exactement. Et le point qu'on n'a pas assez souligné avec Thomas, c'est que en fait, c'est nous qui co-créons ce projet et nous serons vos interlocuteurs durant les 10 ans d'exploitation. En fait, on ne va pas déléguer ça et comme une grosse société qui pourrait vouloir mettre en place quelque chose et après le laisser tourner. C'est qu'aujourd'hui, les 2 personnes qui vous parlent, ce seront des personnes qui pourront écouter vos problématiques et les entendre et les régler. Voilà. Moi, c'est ce que j'allais proposer, c'est qu'en fait, vous mettiez en place un système de dialogue avec les riverains assez régulier
et qu'on puisse, le cas échéant, vous voir revenir ici pour permettre donc aux habitants du quartier de rééchanger de nouveau avec l'expérience, enfin, avec le vécu, hein, en quelque sorte, parce que je pense que toute la théorie c'est très bien, mais le vécu c'est encore autre chose. Oui, bien sûr. Ouais. Et avec Thomas, on avait pensé de créer une conversation WhatsApp pour justement pouvoir échanger assez librement et juste en fait échanger tout simplement. Et même venir présenter le 4 juillet, nous présenter et présenter le projet aussi aux gens avec grand plaisir. Et c'est l'objectif en fait de cette réunion aussi. C'est pour ça qu'on est là. Et on peut gagner des séances de paddle. Avec plaisir. On va faire ça. Moi j'avais une question sur d'abord à qui appartenait ce terrain. C'était la mairie de Paris ou c'était la mairie du 15e, enfin la ville de l'arrondissement du 15e. Et deuxièmement, quel était l'ordre de grandeur de la concession que vous avez obtenue? Je vais répondre. Du coup, le terrain il appartient à la ville de Paris. Donc la mairie du 15e n'est pas forcément rattachée à ce TP. Et on a obtenu, du coup, on a récupéré les clés en septembre et on a signé une convention de 10 ans. Donc c'est une convention d'occupation exactement de 10 ans. Donc qui a commencé depuis septembre dernier. Donc ça veut dire que vous avez un loyer avec la mairie de Paris. Exactement. Qui est géré par la direction des sports de la ville de Paris. Exactement. Ok. Moi j'ai un grand souci, c'est que la première partie de la soirée, ça a été pour montrer toutes les difficultés des familles qui sont autour. Quel prix, y aura-t-il un abonnement qui va pouvoir vraiment participer à ce paddle? C'est pour les habitants du 15e, on a 10% de réduction et les prix, ce sera à hauteur de 10 à 12,50 € par personne pour jouer. Pour 1h30? Oui. Oui, 10. Si c'est des familles, il y a 3, 4, arrivons à 4. Ça fait 40 plus. Donc, vous leur suggérez d'aller manger après dans la partie qui était déjà avant. Ça va faire une somme importante pour ces familles. Mais ce lieu se veut aussi que vous puissiez venir en fait sans forcément aussi jouer au paddle, mais juste boire un coca ou autre avec des prix très abordables. On pourrait que vous ne savez pas gérer l'argent que touchent les familles en difficulté. Après, si vous êtes preneur, on peut se rencontrer et envisager un petit partenariat pour pouvoir permettre aux familles du quartier qui seraient les plus en difficulté d'y accéder. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, je vous avais invité, vous aviez eu la gentillesse de me faire une pré-présentation du programme avec un ami, Éric Bassy, qui a été anciennement conseiller de quartier. J'avais cru comprendre lors de votre présentation qu'il y aurait toujours la présence au moins de l'un des associés, donc de 8h à 22h. Peut-être vous-même aussi allez participer accessoirement, voilà. Et puis aussi, je voulais dire, sur le plan sécurité, les choses se sont améliorées sur les rues Jacques-Baudry et sur cette rue Castagneri. Aussi parce que, et ça a été le fruit d'un très long combat, il y a une caméra de vidéoprotection qui a été installée au fond du mur, là, on la voit pas, mais le mur SNCF, le mur de soutènement que vous voyez, il y a une caméra très sophistiquée qui a été mise en place et cofinancée par la préfecture de police et par la mairie de Paris. Il faut savoir que la mairie de Paris s'était engagée à l'implantation sur le 15e et pendant la mandature de 6 ans de seulement 6 caméras. Et ça a été un très long travail et un très long combat, y compris avec les adjoints auparavant, parce que j'étais président du conseil de quartier. Et Elisabeth Bérat, avec les mésaventures qui lui sont arrivées chez elle, a largement contribué, puisque le commissaire de police de l'époque, Damien Vallot, avait appuyé toutes les demandes auprès de la préfecture de police pour qu'on ait cette caméra. Voilà. Merci. Est-ce que nous avons d'autres réactions dans la salle, autour de la table? Non. Oui, allez-y. Quartier. Je voulais savoir quelle était l'offre précise pour les scolaires et voilà, le créneau dont vous parlez, c'est combien d'heures par semaine, etc. Voilà. Alors en fait, comme le permis de construire est encore en cours et que le projet n'est pas encore ouvert, nous on n'a pas encore rencontré les écoles du quartier, mais on en a déjà parlé avec la mairie du 15e pour savoir si c'était possible ou envisageable. Et on ne voit pas de problématique là-dessus. C'est juste que comme le projet va ouvrir en décembre et que c'est en cours d'année,
on préférait commencer à partir du mois de septembre 2025 et avoir le temps d'organiser ces rencontres avec les écoles et pouvoir organiser un planning en conséquence et réserver des créneaux. En fait, le but serait de réserver un créneau fixe par semaine où les écoles du quartier pourraient en bénéficier, bien évidemment. Merci pour la présentation de votre projet. Vous serez toujours les bienvenus dans notre conseil de quartier pour le présenter davantage, le détailler quand ça évoluera encore. Et puis, voilà, répondre aux inquiétudes et peut-être pour ça, diffuser votre PowerPoint si vous pouvez sur le site du conseil de quartier, sur Bien sûr, ouais. mairie Il 15e. faudra juste nous renvoyer l'adresse pour qu'on puisse le faire. On s'arrangera à la fin. Super. Et également les de bruit, je pense que ça pourrait Bien sûr. répondre à certaines inquiétudes Ouais, bien sûr. du quartier. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus et merci à vous. Et on espère vous revoir très vite. Et donc, Je voulais vous demander si vous aviez d'autres projets similaires. Oui, ou des projets de paddle, effectivement, sur Paris. C'est Asnières et maintenant ce sera le 15e. Non, c'est pas eux. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Thomas et Gaspard parlaient d'Asnières, c'était un projet de paddle, mais ce n'était pas le leur. Hein, voilà. Et ils sont complètement concentrés sur le projet du 15e et pour l'instant, voilà, ils n'ont pas d'autres projets pour l'instant. Vous en avez à Aqua Boulevard aussi. Vous avez maintenant dans le 12e, si je ne dis pas de bêtises, et 20e. 20e, ça fait déjà 2 ans qu'ils existent. Mais, et 19e. Oui, à Port-de-la-Chapelle, exactement. Ouais. merci. Et on poursuit notre ordre du jour puisque le temps défile. Et notre dernier point est donc le point du budget participatif. On avait voulu le faire déjà dans notre précédente réunion publique. Et on avait dû le décaler, donc on le fait ce soir. Et donc je cède la parole à Mathieu Luineau, l'adjoint en charge du budget participatif à la mairie du 15e, qui va donc nous présenter l'état des projets, puisqu'il y a eu la commission ad hoc vendredi dernier au matin. C'est Annie Faguet de notre conseil de quartier qui nous a représentés. Et donc on écoute Mathieu de suite. Bien, bonsoir à tous. Donc effectivement, comme l'a dit le président du conseil de quartier, on s'est réunis la semaine dernière en fait avec le maire et une commission ad hoc telle que les prévoit la charte du budget participatif pour regarder un petit peu quels étaient les projets qui nous avaient été remontés par la ville de Paris. Il faut savoir que dans le 15e, il y a eu plus de 126 projets qui ont été déposés par les habitants du 15e arrondissement donc, au cours de la période d'idéation en début d'année 2024, ce qui est plutôt un bon score comparé à d'autres arrondissements de la même taille que le 15e dans Paris. Il y a des arrondissements où voilà, ce chiffre est plutôt en baisse. Dans le 15e, il est plutôt positif. Et suite à ces 126 projets, donc la ville a fait une remontée de 45 projets, donc suite aux différents filtres mis en place. Vous savez qu'il y a notamment des filtres qui sont liés au fait que finalement c'est bien la ville qui est responsable, propriétaire par exemple des espaces sur lesquels on prévoit de faire des projets et que ce soit compatible avec un certain nombre de critères. On a 45 projets qui nous sont revenus et qu'on a étudié tous ensemble et suite auxquels on en a choisi un certain nombre, une vingtaine à peu près, que je vais vous présenter assez rapidement. Il y en a un certain nombre qui concernent ce quartier plus particulièrement et puis le reste concerne aussi tout le 15e arrondissement. J'en profite quand même pour remercier Moadi et Créateo Île-de-France puisque vous avez accompagné un certain nombre de porteurs de projets dans leur réflexion, leur phase d'idéation pour aller déposer sur la plateforme. Et donc c'était très précieux. Moi j'ai plusieurs porteurs de projets qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à déposer leurs idées grâce à vous. Donc merci encore pour votre engagement en début d'année. C'est toujours très précieux. Donc sur les différents... juste un rappel aussi sur l'enveloppe totale pour le 15e. C'est une enveloppe qui est plutôt en hausse par rapport aux années précédentes, à peu près 600 000 euros de plus. Pourquoi ? Parce qu'on a le classement donc, en QPV, donc, notamment sur ce secteur-ci. Donc ça fait partie des quelques améliorations d'un point de vue de l'enveloppe budgétaire qu'on a gagné avec ce système-là. Et on aura donc sur ces 7 190 000 euros pour le 15e arrondissement cette année, 2,3 millions qui seront réservés donc, au quartier populaire. Donc, c'est-à-dire que c'est obligatoirement des projets fléchés QPV qui seront... C'est prioritaire. Quartier prioritaire, pas populaire.
Qu'est-ce que j'ai dit, quartier populaire? Pardon, excusez-moi. Quartier prioritaire de la ville. C'est aussi, en fait, c'est quartier politique de la ville maintenant. Donc là, ça a encore changé. Donc rapidement, pour passer en revue les différents projets, on a évidemment un certain nombre de thématiques. Sur les thématiques scolaires, il y a un projet qui a été retenu pour être soumis au vote de 2 millions d'euros, donc qui concerne la réhabilitation des bâtiments scolaires, donc grosso modo les adapter aux contraintes du nouveau plan climat de la ville de Paris. Donc c'est tout ce qui est isolation thermique, notamment pour en transformer en îlots de fraîcheur pour les périodes estivales, donc créer des bâtiments scolaires plus isolés. On a un deuxième projet qui est cette fois-ci un projet d'implantation d'une serre aquaponique dans le groupe scolaire Brancion, donc pas loin d'ici, qui est un projet beaucoup plus petit, d'environ 35 000 euros, mais qui a un certain nombre de vertus pédagogiques, notamment de sensibilisation des publics plus jeunes à ce qu'on peut faire avec l'aquaponie, une nouvelle méthode aussi d'agriculture. On a pas mal de projets espaces verts qui ont été retenus avec donc d'abord un projet de mise en place de coffres à jouets, donc qui a été proposé par une association du 15e dans différents bacs à sable de l'arrondissement. Alors les bacs à sable, il y en a un certain nombre qui vont être fermés, mais ça c'est pour les bacs à sable qu'on va garder au niveau de la ville et qui sont un petit peu éparpillés au niveau du 15e. L'idée, c'est une association qui va gérer des bacs à jouer, donc pour notamment les familles qui viennent jouer avec leurs enfants et qui n'ont pas forcément de jouets à disposition, puissent se servir dans ces différents bacs qui seront gérés, encore une fois, par une association. On a un projet d'installation de mobilier urbain dans plusieurs espaces verts, puisqu'il y a à chaque fois des remontées sur des parcs qui peuvent manquer de bancs, notamment. Donc ce budget participatif-là vise à équiper un certain nombre. Évidemment, on ne fera pas tout ce qui est nécessaire, mais c'est un début. Hein, comme toujours, c'est une amorce de financement pour un certain nombre de bancs dans les parcs du 15e. Alors, on n'a pas encore arrêté les espaces verts, parce que si jamais ce projet est voté, évidemment, ensuite, on arbitrera ensemble avec le maire, avec les services. On regardera aussi quels sont les besoins dans différents parcs, et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment flécher vers les espaces verts qui ont le plus de besoins. Et ce sera aussi l'occasion pour le conseil de quartier de faire remonter éventuellement des besoins à ce moment-là. On a un projet qui ne concerne pas le quartier, mais de valorisation de la place Saint-Charles, avec un petit peu de végétalisation aussi de cette place. On a un projet de développement des espaces dans les parcs du 15e. C'est notamment dans ce projet qui est un projet de regroupement, d'agglomération de différents plus petits projets qui ont été déposés dans le 15e, que se trouve un projet d'espace de pétanque à Brassens, qui a été déposé par Claude Mira, donc je vois la petite pancarte, il m'avait prévenu qu'il ne pourrait pas être là ce soir, mais qui a été déposé donc par un membre du conseil de quartier, donc qui vise à installer un espace de pétanque à Brassens. Donc ça fera partie de ce projet budget participatif. Et d'autres projets, accessibilité au PMR, restauration d'une fontaine dans l'arrondissement. Un autre projet qui est là aussi un regroupement de projets qui concerne l'amélioration des espaces dédiés aux chiens dans l'arrondissement, puisqu'il y a eu plusieurs porteurs de projets qui ont décidé de déposer une idée là-dessus. C'est notamment pour réhabiliter certaines allées aux chiens qu'il y a dans des parcs, et notamment Brassens, qui a été visé par un des porteurs à projet. Donc l'idée, c'est de rénover un petit peu l'espace, l'habiliter autrement. Ensuite, un projet propreté. Alors ici, c'est vraiment l'idée d'installer des poubelles à biodéchets. Alors ça ne concerne pas vraiment ce quartier-là. Il va y avoir Ballard et Vaugirard qui seront concernés par ce projet-là. L'idée, c'est d'installer notamment des trilibs dans le secteur Vaugirard. Pour les affaires culturelles, il y a un projet qui va vous concerner directement, puisque c'est un projet d'équipement du CDL Brancion avec un espace dédié au numérique. Je crois que c'est un projet que vous aviez déposé par le passé et qui a été retenu encore une fois par la ville cette année-là. Et il y a un autre projet qui sera un projet ici à la bibliothèque André Chédid, donc pas dans ce quartier-là, mais qui est plutôt un projet d'équipement en son et vidéo, donc à la fois pour André Chédid et aussi pour le conservatoire municipal du 15e, plutôt des projets donc d'équipement culturel. Sur le sport, ici, le quartier, il sera concerné par un projet sur Rigoulot,
avec un gros projet qui concerne en fait la réhabilitation notamment des gradins, puisqu'il y avait un certain nombre de sujets sur la remise aux normes des gradins à Rigolo, donc qui sera proposé au vote donc, par ce budget participatif qui est assez conséquent, 2,5 millions, je crois que c'est le plus gros projet qu'on a cette année. Et, voilà, ça fait partie un peu de la continuité des travaux de modernisation à Rigolo qui sont financés avec le budget participatif et qui est couplé avec un projet à Suzanne-Langlaine de réhabilitation aussi des espaces sportifs à Suzanne-Langlaine, notamment dans la perspective d'en récupérer donc la moitié, qui était un objectif de la mairie du 15e et sur lequel on a un accord avec l'État. Un projet santé avec un projet qui concerne les maisons sport santé et notamment, également dans le CDL Falguière cette fois-ci. C'est un projet d'installation de cuisine pour en faire des ateliers nutrition, pour aussi sensibiliser les publics à de nouvelles façons de cuisiner de manière plus saine et notamment des publics plus jeunes, donc un espace vraiment pédagogique lié à la nutrition. Et puis un espace voirie, alors qui ici, encore une fois, pas encore sectorisé, on le fera si jamais le projet est voté, mais l'idée qu'a eu le porteur de projet, c'était de développer la pratique de l'éclairage intelligent, qui, vous savez peut-être, a été déployé notamment aux abords de la mairie, au niveau de l'église Saint-Lambert, qui permet à l'éclairage de se mettre en place automatiquement quand il y a un passage dans la rue, ce qui a plusieurs portées. D'abord, ça permet des économies d'énergie, mais ça permet surtout de sécuriser, on va dire, les déplacements tard le soir dans la rue, puisque ça permet vraiment d'automatiser la mise en lumière de l'espace urbain. Et ça a aussi des portées de préservation de la biodiversité, puisque ça limite les émissions lumineuses pour tout ce qui est insectes, tout ça. Non, pas toujours populaire quand on parle d'insectes, mais ça contribue directement aux enjeux de biodiversité dans la ville. Et puis il y a un dernier projet dont j'ai pas parlé, qui je crois est le projet que vous avez déposé, Madame. Je l'ai pas encore mentionné parce que quand on a fait la réunion, il se trouve que les services de la ville se sont un peu emmêlés les pinceaux, et donc c'est la DFPE qui doit mettre à l'étude, qui est en train de regarder en ce moment votre projet. Si vous voulez, vous pouvez en dire juste un petit mot pour le rappel. Donc en effet, on a déposé un projet au budget participatif pour créer un tiers-lieu autour de la parentalité dans les locaux de la crèche rue Jules Dupré, donc qui est cette crèche sur 2 niveaux, enfin 3 niveaux même, parce qu'il y a un sous-sol, à l'entrée du parc Brassens, juste derrière la concession Renault. Je ne sais pas si vous vous situez. Donc c'est une crèche qui est fermée depuis 2 ans maintenant, qui a un équipement qui est utilisable en l'état. Simplement, il y a une question d'accessibilité à résoudre, parce qu'elle accueillait des enfants jusqu'à il n'y a pas très longtemps et ça posait pas de problème. Mais étant donné que là, il y a eu une fermeture et qu'il faudrait qu'il y ait une réouverture, il y a une crainte sur le fait que les services de la préfecture, en fait, mettent un veto et disent le premier étage n'est pas accessible parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, donc on ne peut pas l'ouvrir en l'état. Donc c'est en ce sens qu'on a fait une demande, et puis aussi pour mettre un petit coup de frais, même si c'est pas forcément essentiel. On l'a déposé du coup avec Créateo qui a accompagné aussi une personne qui souhaite ouvrir un relais d'assistante maternelle, donc ça concordait tout à fait avec le projet autour de la parentalité. Donc l'idée, c'était vraiment d'en faire un pôle. Et en effet, j'ai eu un échange hier avec les services de la DFPE qui vont faire un chiffrage des frais nécessaires à la mise en accessibilité de ce lieu, qui est un super lieu quand même dans le quartier. Donc c'était une crèche tout équipée avec plein d'équipements pour les tout petits, de 350 mètres carrés et un jardin extérieur clos. Donc en fait, c'est quand même moi ça me sidère de me dire qu'il y a des lieux comme ça dans notre quartier qui sont aujourd'hui pas exploitables, et pour des petits détails techniques. Mais ça, voilà. Donc on est en train d'essayer de travailler sur le sujet, et en effet, j'avais eu l'information que c'était sous réserve du chiffrage, et donc je crois que là, ça y est, les services de la DFPE se mettent en marche pour fournir les chiffres avant le 28 juin. Ouais, exactement. Donc on a effectivement, nous en interne, on a une date butoir qui est fixée au 28 juin, mais là ils sont sur le dossier. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de projets qui vont concerner directement
le quartier et d'autres projets voilà, qui, s'ils sont votés ou pas, ensuite feront l'objet d'un arbitrage pour voir s'il y a des besoins particuliers dans le quartier. Ce sera aussi le moment voilà, de nous faire des remontées si ces projets sont retenus. Je vous redonne juste peut-être une date qui est importante à retenir, qui est la date, donc, la période de vote des projets qui sera du 5 au 24 septembre prochain. Donc à la rentrée, on aura l'occasion de communiquer à la mairie sur ces sujets-là via la newsletter et autres. Et puis je suis sûr que le conseil de quartier vous fera une communication. Mais voilà, faut pas hésiter à vous mobiliser pendant cette période au mois de septembre pour voter pour les différents projets qui vous intéressent, qu'ils soient dans ce quartier ou ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, c'est important pour choisir entre guillemets où seront fléchés ces investissements qui, encore une fois, à 7,2 millions sont considérables pour un arrondissement. Ça peut représenter, selon les années, jusqu'à 50% de notre capacité totale d'investissement. Donc c'est assez critique pour nous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le budget participatif. Je ne sais pas s'il y a quelques questions en particulier. Oui. Oui, allez-y. Il vous faut le micro. Madame Largillière, au fond. Non. Oui, je voulais simplement avoir une petite précision sur les étapes du budget participatif. Là, vous mettez d'abord sur le dépôt des idées. Ça, d'accord, ok. Après, du 5 février au 10 mai, c'est les ateliers et études de faisabilité de tous les projets. Par exemple, là, vous avez dit 126 projets déposés. Donc, ça veut dire que les 126 projets ont été étudiés. Et après, vous parlez des 45 projets retenus par la ville de Paris. Donc, c'est entre le 10 mai et le 31 mai que la ville de Paris intervient. Et après, vous parlez de la mairie du 15e. Donc, après, ça redescend à la mairie du 15e. C'est juste une question technique pour comprendre un peu comment ça se passe. Absolument. En fait. Alors, donc, en fait, comment ça se passe donc, une fois que après le 5 février, tout remonte aux services centraux de la ville qui va regarder le chiffrage qui a été proposé par les porteurs de projets pour voir si le chiffrage est réaliste, mais aussi pour voir si les projets sont recevables. Alors, est-ce qu'ils répondent aux différents critères, donc notamment, est-ce que ça rentre dans le champ de compétences de la ville de Paris? C'est pas toujours le cas. On a eu le cas de figure sur un autre projet dans le quartier qui concernait le pont SNCF, qui appartient à la SNCF. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être retenu d'ailleurs par la ville. Et donc, les services centraux vont faire ce premier filtrage. Et suite à ça, ensuite, les projets... Donc, c'est le fameux passage de 126 à 45. Et c'est à ce moment-là que les 45 projets donc, nous sont revenus et que nous les avons étudiés donc, le 31 mai en commission. Alors, pourquoi il y a un décalage entre le 10 mai et le 31 mai? C'est tout simplement parce que ces commissions-là, elles se font dans chaque arrondissement. Et donc, il y a évidemment un délai pour que le temps que ça passe dans 17 arrondissements, voilà, il faut que ça... faut le temps de trouver les créneaux, mais donc ça explique le décalage de 3 semaines, mais ça nous a conduit donc à la réunion de la semaine dernière, effectivement. Alors la date de réalisation, bah, évidemment, c'est toujours un peu le sujet. Ça va dépendre d'abord des projets, parce quand il y a des projets de travaux de grande envergure, il faut donc il y a toujours d'abord pour commencer un délai qui tient au fait qu'une fois que les projets sont votés, donc fin septembre, on a le résultat 2 semaines après, il faut qu'il y ait le vote au Conseil de Paris qui suit, donc ça décale généralement d'1 mois cette sanction, on va dire, légale. Et ensuite, donc ça va dépendre de quels sont les services qui s'occupent du projet. Est-ce que c'est un projet qui déjà peut se greffer à des travaux existants, auquel cas ça peut accélérer un petit peu les procédures, puisque c'est finalement juste un apport de financement supplémentaire avec des moyens qui sont déjà engagés. Si c'est un projet qui est totalement neuf, ça se cale sur notamment l'emploi du temps des services qui ont peut-être déjà des choses en cours. Donc il y a des projets qui se réalisent très très vite en l'espace de quelques mois. Il y a des projets qui mettent parfois un peu plus de temps, notamment parce qu'ils sont votés par tranche. On a eu le cas par exemple Place Kandinsky, où c'est un gros projet qui a fait l'objet de 3 budgets participatifs successifs et qui a mis quelques années avant d'être vraiment mis en place, le temps qu'il y ait toutes les études
technique beaucoup plus approfondie pour bien regarder les plans, regarder ce qui est vraiment réalisable concrètement, voir si on découvre pas par exemple des canalisations qui étaient non prévues. Donc tous ces imprévus, malheureusement, et ça on le regrette toujours, mais peuvent retarder un petit peu la réalisation des projets. Donc ça dépend vraiment de la nature du projet et je dirais du calendrier dans lequel il s'insère. L'objectif évidemment étant d'aller le plus vite possible avec tous les projets, sachant que malheureusement il peut arriver, on a un ou deux projets comme ça qui finalement sont pas réalisables parce qu'il y avait des contraintes qui n'ont pas été vues par la ville. Par exemple, on avait un projet de plantation d'arbres qui n'a pas pu se faire parce qu'on a découvert une canalisation qui n'était pas auparavant répertoriée par la ville, et donc mécaniquement on n'a pas pu faire ce projet-là. Donc ce qui se passe, c'est qu'ensuite les crédits sont rebasculés vers un projet de même nature pour être sûr que voilà, les crédits soient bien ventilés quoi qu'il arrive. Je crois qu'il y avait monsieur d'abord. Non? Vous n'aviez pas une question? Non? Je me suis trompé? Non? Alors, du coup, madame avait une question, juste ici. Parce que l'année dernière, on avait du coup participé à la question du budget participatif que nous avions remporté pour justement créer un espace pour les enfants autistes et leurs parents. Donc un espace adapté, hein, parce qu'il y a la question du bruit, la question, voilà, toutes ces questions-là. Donc ça demande un aménagement particulier. Et effectivement, ça peut mettre assez de temps avant qu'on ait la convention d'autorisation, la mise en place, etc. Voilà, les choses sont réfléchies, on a déjà beaucoup d'idées, et pas que des idées, hein, des choses déjà bien préparées, mais il y a des choses voilà, administratives et qui peuvent être plus ou moins longues. Voilà. En tout cas, quand ça se mettra en place, on invitera bien évidemment les habitants du quartier pour cette question-là, parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Voilà, et on remercie vraiment les habitants de Paris pour nous permettre de pouvoir proposer cet espace-là. Voilà. Et nous avons une question au fond de la salle, je crois. Allô, oui, bonsoir. J'attendais de voir s'il y avait un projet là-dessus. Ça rejoint aussi le sport. Je voulais savoir qu'est-ce que va devenir le terrain au niveau des Périchots où il y avait le projet Arcos auparavant, si on sait à quoi il va servir. Et est-ce que vous connaissez la date d'achèvement du projet Wooden à la sortie du périphérique où il y a aussi le futsal? Alors malheureusement, le projet Arcos est définitivement abandonné. Il n'y a pas d'autres projets. Les porteurs du projet ont estimé que l'offre qu'ils faisaient à la ville de Paris n'était pas rentable. Donc ils se sont orientés vers d'autres projets. Voilà. C'est dommage, ils avaient déjà créé, ils ont l'expérience d'avoir créé 7 salles de grimpe, et qui sont un succès, mais manifestement l'opération était trop coûteuse. Le bâtiment a été habillé de bois, beaucoup de choses, mais voilà. Et pour l'autre question, je vais laisser la parole à celui qui saurait répondre. Vous aviez une deuxième question? Non? Et là, je ne sais pas. Porte-Brantion, je ne sais pas. Alors, effectivement, sur Woodeum, qui est un gros projet hein, sur la Porte-Brantion, avec des équipements sportifs, une résidence étudiante et une résidence de jeunes travailleurs. C'est en cours. J'ai pas de réactualisation là, de date à vous donner. Mais là, sincèrement, maintenant, ça devrait plus tarder, parce que ça fait un moment déjà que ça a commencé les travaux. Donc, mais dès qu'on a la date, on vous la communiquera certainement à la prochaine réunion. Et puis, ça peut même, pourquoi pas, faire l'objet aussi d'une communication quand le projet sera là, de pouvoir vous expliquer tout ce qui sera proposé dans ces nouveaux locaux, notamment en termes d'offres sportives. Ça va être assez intéressant et très complémentaire. Est-ce que nous avons une dernière question? Oui, c'était simplement une petite remarque. C'est toujours étonnant de voir des choses, par exemple la mise en accessibilité du square Adolphe Chériou, de le voir dans le budget participatif, alors que c'est quelque chose, la loi date du 11 février 2005, et de voir qu'est-ce que ça a à faire dans un budget participatif. C'est comme si vous disiez un abaissement de trottoir. Voilà, on s'attend à voir ce genre de choses ailleurs que dans un budget participatif. C'était simplement une remarque. Mais c'est une remarque qui est très juste. D'ailleurs, on a fait la remarque avec le maire. Et votre remarque est vraie pour l'accessibilité PMR, mais elle est vraie aussi
d'aménagement, par exemple, d'écoles, sur lesquelles on est obligé de faire porter un choix au budget participatif, alors que ça devrait faire partie des budgets d'investissement nominaux de la ville de Paris. Mais bon, il y a ce projet qui a été déposé, qui a été retenu. Voilà, je pense que s'il remporte l'intérêt des riverains, tant mieux si au moins ça permet de le financer par ce biais-là. Pour le reste, je dirais que c'est une question un peu plus politique. Donc, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques d'intervention? On peut clôturer cette réunion publique qui clôture aussi notre année, on va dire notre année scolaire de réunion publique, puisque notre prochain rendez-vous sera à la rentrée. Donc je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir, et les conseillers de quartier également. Également peut-être juste vous dire à toutes et tous que nous allons nous retrouver pour la fête du quartier Georges Brassens le vendredi 27 septembre, sous la halle aux livres, au niveau, à côté du parc Georges Brassens. Merci à toutes et tous, bonne soirée.